d'avoir répondu, c'est super. Bon, alors bienvenue à tous sur Bébé Blabla pour un live sur le lien d'attachement et pourquoi c'est vital pour bébé. Donc, je vous présente Baya, coach parental et auteur du site parentsApaisés.com. Baya, je ne sais pas si tu peux te présenter rapidement. Ouais, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là avec vous et merci à Morgane de m'avoir invitée ce soir pour ce live. Donc moi, je suis Baya Bedjaoui, je suis coach parental et je gère ou je publie le site www.parents-apaisés.com. Voilà. Donc, normalement, si j'ai tout bien réussi, le nom du site doit être dans la description du live. Donc, si vous voulez aller voir le site de Baya, c'est dans la description du live. Alors, j'ai oublié de dire que si vous nous regardez en live, si vous pouvez nous faire un petit coucou, nous mettre un hashtag live pour que moi et Baya, on sache qui est là et qui nous regarde. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai mon ordinateur posé juste à côté de moi, donc je vais pouvoir regarder s'il y a des commentaires ou des questions que vous avez pour Baya. Baya, je te les transmettrai du coup. Donc voilà. Ouais. Et puis, si vous nous regardez en replay, merci beaucoup de prendre le temps de le faire. Et puis, pareil, mettez-nous un hashtag replay et puis, ou un petit hello comme vient de faire Tonio aussi. Et puis, bien sûr, des pouces et des petits cœurs pour nous motiver encore plus pendant ce live. Ce serait super sympa. Donc, voilà. Baya, je te laisse la parole. Tu vas nous parler du lien d'attachement. Ouais, salut Cathy, je vois des gens que je connais ce soir. Oui, alors je suis un peu perturbée parce que je vous explique, là je me vois toute à l'envers. Donc des fois je vais faire comme ça pour lire les questions, mais vous inquiétez pas hein, si je me tords un petit peu. Donc oui, ce soir du coup Morgane, tu voulais que je parle un petit peu du lien d'attachement. Oui. Alors le lien d'attachement, en fait c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. C'est une théorie qui a été développée par John Bowlby, qui est un Anglais. Qui a été développé à partir des années 60, mais qui a été vraiment terminé, on va dire, en 82. Donc c'est une théorie qui est assez récente et qui a vraiment révolutionné la psychologie, qui a révolutionné les pratiques liées à la petite enfance et à l'enfance en général, mais qui paradoxalement est assez peu connue en France en fait. On commence à l'étudier pas mal, mais ça c'est relativement récent. Alors, je voulais juste vous parler, avant de parler vraiment de théorie d'attachement, justement de comment Bowlby en est arrivé à ses conclusions. Il s'est influencé en fait de plusieurs autres expériences qui ont été menées. Il y en a deux que je trouve vraiment, enfin il y en a plusieurs hein, qui sont super, mais il y en a vraiment deux qui moi m'ont bouleversée, que je trouve hyper parlantes. La première, c'est alors vous pouvez aller regarder sur YouTube, hein, on peut voir les films, les expériences. La première, c'est l'expérience de Harry Harlow sur les singes. Alors Harry Harlow, il a fait une expérience avec un bébé singe. Et il lui a donné ce bébé singe à qui il a été enlevé à sa maman et il lui a donné deux pantins en métal, un qui avait un biberon, donc qui nourrissait le singe, et puis un autre qui était dans une autre pièce qui était recouvert d'une fourrure. Et en fait, le bébé singe, il allait se nourrir auprès de la maman singe qui le nourrissait, et puis il allait se réconforter auprès de la maman singe qui avait de la fourrure, en fait, qui du coup, il se sentait bien auprès de cette maman singe qui le sécurisait. Et ils se sont rendus compte qu'il allait très vite se nourrir et qu'ensuite il passait beaucoup de temps sur la maman singe en fourrure pour faire des câlins et que plus il était en contact avec elle et plus il osait aller explorer son environnement en fait. Donc ça, c'est la première expérience. Vous pouvez aller regarder, c'est vraiment super les petites vidéos qu'il y a sur YouTube là-dessus. Donc c'est Harlow, son nom. Et la deuxième expérience qui est beaucoup moins drôle malheureusement, en fait, c'est même pas une expérience, c'est une constatation. Et c'est l'hospitalisme de René Spitz. Et là, en fait, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont découvert, il y a des militaires et des scientifiques qui ont découvert des orphelinats dans lesquels les enfants étaient dans un état vraiment de dépérissement physique et psychologique qui fait horriblement mal au cœur. On peut aussi aller voir ces films
sur YouTube si vous êtes bien accrochés. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans ces orphelinats-là, en fait, les enfants étaient nourris, ils étaient changés, ils étaient habillés, ils étaient lavés, mais sans aucune interaction, sans échange. Et du coup, ça entraîne, ils se sont rendus compte qu'un bébé peut se laisser mourir, peut dépérir, tant physiquement que psychologiquement, s'il n'a pas de contact à la fois charnel, physique, mais aussi visuel, voilà, de paroles, d'échanges, etc. Et donc, c'est des enfants qui commencent par perdre du poids, par avoir une croissance ralentie. Ensuite, ils passent par une phase où ils sont complètement détachés, indifférents, et ils ne témoignent plus aucun intérêt pour personne, et ils finissent par avoir des retards de développement et des retards psychologiques qui sont irrémédiables en fait. Donc on s'est rendu compte, en fait, Bowlby a continué après avec ces expériences-là pour se rendre compte qu'en fait l'attachement, c'est un besoin vital, c'est un besoin qui est même plus vital que le besoin physiologique, le besoin de manger ou le besoin d'autres besoins physiologiques. Donc voilà, donc ça c'était une petite introduction parce que je trouve que c'est important d'en parler. Alors la théorie de l'attachement, elle dit quoi principalement? Elle dit qu'un bébé ne peut pas exister tout seul. Elle peut pas, le bébé, il peut pas exister sans les adultes. Il a besoin tout simplement. Imaginez un bébé dans la nature, il ne survit pas très longtemps. Donc, il est biologiquement, en fait, ce bébé, il est biologiquement programmé pour rechercher la proximité des adultes qui sont dans son environnement. Alors, l'attachement, c'est pas juste de l'amour. Dans le langage courant, on dit je suis attaché à cette personne, ça veut dire j'aime bien cette personne. Et en réalité, dans la théorie de l'attachement, c'est pas que être attaché, c'est pas que de l'amour, ça en fait partie. Mais il y a une dimension qui est vachement importante, qui est la sécurité. En fait, l'attachement, c'est le fait qu'un bébé se sente en sécurité quand sa figure d'attachement répond à ses appels et à ses besoins. Donc, il y a vraiment la notion de sécurité et donc, en cas de détresse, quand le bébé est en détresse, parce que vous imaginez un bébé, en fait, on a l'impression qu'un bébé a une vie de bébé, c'est génial, mais en fait, une vie de bébé, c'est vachement dur. Parce que le bébé, il ne sait pas réguler tout seul sa température, il a besoin de quelqu'un pour se nourrir, il a besoin de quelqu'un quand il est sale. Enfin voilà, il est tout le temps en détresse en fait. S'il appelle et qu'il a un besoin, si quelqu'un répond, il se sent en sécurité. Donc c'est ça, en fait, le lien d'attachement, c'est vraiment le fait que quelqu'un réponde quand il est en détresse, qu'il a faim, qu'il a peur, et c'est surtout parce qu'il ne sait pas réguler tout seul ses émotions, toutes les émotions comme la peur, la tristesse ou la colère. Voilà. Donc être attaché à quelqu'un, vraiment le lien d'attachement, c'est en cas de détresse, je me tourne vers cette personne spécifique pour trouver de la sécurité et de la protection. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Baya sur la théorie de l'attachement? Alors, pour le moment, je ne vois pas de questions qui arrivent. Baya, est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu plus sur comment nous, parents, on peut s'assurer en fait de combler, enfin d'apporter ce lien d'attachement à nos bébés? Ouais, alors en fait, le bébé, comme je disais tout à l'heure, il est biologiquement programmé pour rechercher la proximité de l'adulte parce qu'il ne sait pas se débrouiller seul, il a besoin de l'adulte. Alors, le besoin d'attachement, en fait, il se déclenche, en fait, on parle du déclenchement du système d'attachement quand il y a une sorte d'alarme de détresse qui se déclenche chez l'enfant, il a faim, il a froid, il est mouillé, il est en détresse, où il voit une personne inconnue, ça peut arriver aussi. Alors, du coup, il va avoir un comportement d'attachement. Il est équipé de toute une série de stratégies, en fait, pour rechercher la proximité et pour appeler finalement sa figure d'attachement. Alors là, on parle de figure d'attachement, c'est la personne qui va s'occuper du bébé dans la première année de sa vie.
Alors, chez nous, c'est généralement la mère, mais ça peut être le père, ça peut être une autre personne, ça peut être la grand-mère, ça peut être… Alors, le bébé a il a en général 2 ou 3 personnes d'attachement autour de lui. Ça va être la mère, le père, et peut-être une grand-mère ou une nounou ou quelqu'un qui va s'occuper de lui de manière vraiment privilégiée dans ses premières années de vie. Alors, du coup, il va avoir il va avoir des comportements pour susciter, appeler l'adulte. Donc, soit il va appeler, il va crier, il va pleurer. Un peu plus tard, il va s'agripper. Vous savez, les bébés qui sont un petit peu bébés koala, bébés timbres, là, qui s'agrippent, qui se collent. Donc, ça aussi, c'est un comportement qui demande, en fait, qui demande à l'adulte de répondre à son besoin. Et donc, si la figure d'attachement répond de manière adaptée à son appel, adaptée et prévisible aussi, hein, et ben du coup, le bébé va se sentir en sécurité. Et plus le bébé se sent en sécurité, et plus il va développer son autonomie. Alors ça, je vais en parler un peu plus tard de l'autonomie. Alors, si la figure d'attachement ne répond pas, par contre, parce que ça nécessite du coup que la figure d'attachement, donc la maman ou le papa, soit en capacité de comprendre les signaux du bébé. Alors, quand c'est des signaux non verbaux et que le bébé pleure, c'est pas toujours facile de comprendre. Tu sais de quoi je parle, Morgane? Ouais, et c'est là où le langage des signes devient très utile. Exactement, exactement, parce que souvent les parents disent ah ben c'est plus facile que depuis qu'il parle, parce que avant qu'il parle, des fois je comprends pas ce qu'il veut quand il pleure, etc. Alors il faut savoir que quand un bébé pleure et que sa figure d'attachement ne vient pas, il faut savoir que souvent on dit un bébé ça pleure, c'est normal. En fait non, c'est pas normal qu'un bébé pleure. C'est pas, alors évidemment, c'est une façon pour lui de s'exprimer, mais c'est surtout une façon pour lui d'exprimer, de dire qu'il a un besoin. Et si, comme c'est un enfant, comme il a tout à fait conscience qu'il peut pas répondre tout seul à ses besoins et qu'il a besoin de l'adulte pour y répondre, ça crée chez lui une grande détresse, en fait, quand le parent ne comprend pas ou quand le parent ne vient pas répondre à ses besoins. Donc en général, ça fait une boucle, le bébé pleure, et si personne ne répond, bah, ça se transforme en colère, et si toujours personne ne répond, ça se transforme en rage, et si toujours personne ne répond, ça va se transformer en terreur et en désespoir, et ensuite en impuissance, et enfin en résignation. Donc quand on dit « j'ai laissé mon bébé pleurer, il s'est arrêté de pleurer », il s'est pas arrêté de pleurer parce que il faisait un caprice, il s'est arrêté de pleurer parce qu'il est résigné. Parce qu'en fait, il va commencer à construire des croyances qui disent je ne vaux pas la peine que quelqu'un vienne ou je peux avoir confiance en personne. Puisqu'en fait, l'attachement, le fait que la figure d'attachement vienne répondre aux besoins du bébé, ça construit sa confiance. Et si la figure d'attachement ne répond pas, eh ben, ça détruit sa confiance à la fois en lui et à la fois dans les autres. Voilà, donc c'est le message aussi que je voulais envoyer, c'est qu'un bébé qui pleure, ça n'est pas normal, c'est ça, c'est qu'il a un besoin et qu'il a besoin qu'on y réponde. Et si on n'y répond pas, il est dans la détresse en fait. En fait, voilà. Le bébé utilise ses pleurs comme un moyen de communication, je dirais. Il n'utilise pas ses pleurs pour nous embêter, pour faire un caprice, comme tu disais. C'est juste le seul, jusqu'à ce qu'il apprenne à signer, c'est le seul moyen de communication qu'il a pour nous prévenir qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin de quelque chose, exactement. Et comme il est dépendant, ce que je disais, c'est que quand il a besoin de quelque chose, ça se transforme très vite en détresse pour lui. C'est très vite très inquiétant pour un bébé qu'on ne comprenne pas ses besoins. Donc c'est vrai que c'est pour ça, forcément, quand c'est des signaux non verbaux, c'est pas toujours très facile à comprendre. Et donc les signes, ça fait partie des outils qui peuvent permettre de comprendre le bébé avant qu'il commence à parler. Parce que s'il faut attendre 2 ans pour comprendre les besoins du bébé, ça fait quand même un peu tard. L'attachement et la sécurité intérieure se construit chez un enfant dans sa première année de vie, en fait. Je vois qu'il y a du monde qui vient de se connecter. Donc, si vous voulez poser des questions à Baya sur le lien d'attachement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lis les commentaires pendant que Baya parle, donc je lui poserai les questions au fur et à mesure. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou des petits likes ou des petits cœurs
si cela vous plaît. Donc voilà, Baya, désolée. J'avais une question. Quand tu parles de bébé, en fait, tu parles de quel âge en général? Donc tu disais qu'un bébé entre 0 et 1 an. Mais ce lien d'attachement, en fait, est-ce qu'il s'arrête ou est-ce que il dure toute la vie, enfin toute la vie d'enfant Ouais, c'est une super question. En fait, le lien d'attachement, il va se construire. Il est primordial dans la première année de vie. C'est ce qui va permettre au bébé de construire sa sécurité intérieure et ce qu'on appelle la confiance de base. D'accord? En fait, alors, ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est que je suis la formation en coaching parental d'Isabelle Filiosa. Et Isabelle Filiosa, elle explique un truc super intéressant, c'est il n'existe pas une confiance en soi, il existe 4 confiances en soi. Donc, dans la première année de vie, le bébé va construire sa confiance de base, en fait, vraiment sa sécurité intérieure, voilà, via l'attachement. Vers 18 mois, il va construire sa confiance en son pouvoir propre. Il va commencer à dire « je ». Donc, c'est son identité qu'il va construire. Vers 3 ans, il va construire sa confiance en ses compétences. Et c'est là qu'il commence à dire tout seul. Tout seul, tout seul. Hein, donc là, il veut expérimenter. Il veut faire tout seul. Et c'est là qu'il va commencer à construire l'estime, son estime de soi, en fait, vraiment. Je rigole beaucoup parce que Lilia est dans cette phase-là. Dans cette phase-là, et ce matin, ça a été, je veux faire toute seule mes céréales. Et là, il y avait des céréales partout. Il y avait des céréales partout. Mais Lilia est vraiment dans cette phase-là. C'est l'âge de l'expérience et en fait, c'est un besoin qui est hyper important pour l'enfant. Il est en train de construire sa confiance dans ses compétences. Et à ce moment-là, en fait, la figure d'attachement, s'il a vraiment, et il est en sécurité avec sa figure d'attachement, il n'a pas peur de faire des expériences devant elle parce qu'il sait que même s'il fait des erreurs ou elle fait des erreurs, et ben ça va pas être mal vu, ça va pas être critiqué. Donc c'est hyper important pour la suite, notamment pour je fais des erreurs, je recommence, j'apprends pour l'apprentissage. Et puis, vers 4 ans, non, plutôt vers 5 ans, en fait, il va construire sa confiance relationnelle. Et sa confiance relationnelle, c'est l'interaction avec les autres. Tu sais, dans un parc, on voit souvent les enfants jouer l'un à côté de l'autre, pas ensemble. En interaction, ça commence tard, en fait. Parfois, on se demande, on se dit, oh, en maternelle, il veut pas prêter, elle veut pas prêter, mais c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, la confiance relationnelle, le fait de pouvoir interagir avec l'autre dans la confiance, eh ben, ça vient très tard, ça vient plutôt vers 5 ans, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'attachement, c'est une sorte de base, en fait, une fois qu'il a construit sa base solide dans ses premières années, il va pouvoir avoir vraiment confiance en lui, avoir une estime de lui importante et il va pouvoir aller un petit peu plus loin, s'autonomiser et faire de plus en plus d'expériences. Et mobiliser ses compétences, etc. On a une question, donc je ne sais pas si c'est le bon moment pour y répondre. Je ne sais pas si tu avais fini sur la différence d'âge pour le lien d'attachement. C'est bon? Alors, ce que je voulais terminer sur l'âge, c'est qu'effectivement, la figure d'attachement principale, qui est la mère ou le père en fonction de l'histoire de l'enfant, elle est importante juste pendant toute l'enfance et jusqu'à l'adolescence à peu près. Après, nous, quand on est adulte, on peut changer de figure d'attachement. On peut très bien, une fois qu'on est adulte, ne plus avoir besoin de nos parents. Alors encore une fois, c'est là où je fais la différence entre l'amour et l'attachement. C'est pas qu'on les aime plus, c'est que quand on est dans la détresse, quand on a quelque chose de grave qui nous arrive, à partir d'un certain âge, on va peut-être avoir besoin plus de notre conjoint ou plus d'un ami ou plus que nos parents. Donc on peut très bien changer de figure d'attachement quand on est adulte. Par ailleurs, un enfant, il peut développer d'autres figures d'attachement. Par exemple, quand il va à la crèche et qu'il se sent en confiance avec la personne, sa référente, par exemple, ça peut devenir une autre figure d'attachement. Ça ne veut pas dire qu'il va changer ses figures d'attachement principales, vont rester ses figures d'attachement principales, mais il va en avoir une de plus, en fait, qui est sa référente de crèche. Donc, il peut très bien en développer d'autres. Ok, merci Baya pour ça. Donc la question vient de Laure. Si la maman n'a pas eu ou su répondre aux besoins du bébé sa première année, comment y remédier ensuite?
Alors, c'est une bonne question. Le lien d'attachement qui n'a pas été correctement créé dans la première année de vie. Alors, c'est vrai que les 2 premières années de vie sont vraiment vitales pour créer un lien d'attachement. On dit que quand un lien d'attachement a été créé correctement, il est sécure. Et quand il n'a pas été créé correctement, soit que le parent ait répondu un coup oui, un coup non, ou qu'il n'ait pas répondu, ou que si le lien d'attachement a été cassé, il peut bien évidemment être réparé, on va dire, par la suite, mais ça va demander quand même un petit peu de travail, plus que quand on est dans les 2 premières années. Mais bien sûr, nous, ce qu'on apprend en coaching parental, c'est à aider aussi les parents à restaurer le lien d'attachement avec leurs enfants quand il a été voilà, quand il a été rompu pour une raison ou pour une autre. Il peut y avoir par exemple une hospitalisation longue. Il peut y avoir un parent qui s'absente pour X raisons pendant plusieurs semaines. Ça peut rompre un lien d'attachement. Et donc, comment tu fais précisément, par exemple, pour y remédier, pour le reconstruire, ce lien d'attachement, Baya? Alors en fait, on va guider les parents pour qu'ils apprennent, soit peut-être ils le font déjà parce que parfois il peut arriver par exemple que dans la première année de vie, une maman se soit sentie mal, qu'elle ait fait un burn-out ou qu'elle ait fait une dépression par exemple dans la première année de vie du bébé, et donc là l'attachement a été compliqué parce qu'on peut très bien s'occuper mécaniquement d'un bébé sans lui prodiguer d'attachement, hein, ce que je disais tout à l'heure pour les orphelinats. Donc, soit elle va mieux et d'elle-même, elle a renoué le lien. Donc, le lien, c'est quoi? C'est tout simplement regarder l'enfant, lui parler, ne pas hésiter à lui raconter ce qui s'est passé dans la première année parce que c'est pas, voilà, sans culpabiliser parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc, ne pas hésiter à parler avec l'enfant parce que il faut savoir que les non-dits, en fait, ça casse encore plus le lien. C'est l'enfant, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est important que la maman ou le papa raconte ce qui s'est passé. Et puis, renouer le lien, c'est tout simplement ce qu'on fait au quotidien avec nos enfants, c'est-à-dire les regarder, les câliner, les toucher, faire des choses avec eux, avoir des moments privilégiés avec eux, les écouter. Voilà, c'est tout simplement recréé une relation complice en fait. D'accord, merci Baya. Laure, tu nous dis si ça a répondu à ta question. Puis bah, si tu as des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Enfin, n'hésite pas Laure. Et puis, bah, s'il y en a d'autres avec des questions, mettez-les là, puis je les poserai à Baya. Alors moi, ce que je voulais ajouter, c'est la notion de porte-avions, parce que c'est une notion que j'aime beaucoup dans l'attachement. En fait, on compare souvent, enfin, c'est Isabelle Filiosa qui prend cette image-là, j'aime beaucoup. Elle compare le parent à un porte-avions. Donc en fait, c'est quoi le porte-avions? C'est ce que j'ai expliqué, hein, c'est la base solide sur laquelle l'enfant va pouvoir venir se ravitailler. Alors on imagine que l'avion, l'enfant, c'est un petit avion, et le petit avion, bah, il va avoir besoin de se poser sur le porte-avions pour se ravitailler en essence. Mais, sauf que là, il va se ravitailler en attachement. Donc, l'attachement, c'est parfois, il a juste besoin d'un regard. Il a juste besoin qu'on le regarde et qu'on lui dise, OK, je sais que tu existes. Parfois, il va avoir besoin qu'on lui fasse un câlin. Après, ça dépend complètement. Mais voilà, donc il va avoir besoin de se ravitailler en attachement. Et en fait, à chaque fois qu'il se sent sécurisé, qu'il sait que sa base est là, il va pouvoir aller explorer. Donc le petit avion va s'envoler, puis il va aller explorer. Et vous avez remarqué dans la rue, quand vous voyez un enfant d'un an et demi, 2 ans, marcher dans la rue, il est jamais très loin de ses parents. C'est très rare qu'il s'éloigne. À chaque fois, il sait en fait biologiquement, il est programmé pour ne pas aller trop loin de sa figure d'attachement parce qu'il a besoin qu'elle soit disponible pour lui. Donc le petit avion, il va revenir régulièrement se ravitailler. Et plus il revient régulièrement, et à chaque fois, si sa figure d'attachement est disponible et répond de manière adéquate, c'est-à-dire qu'elle le ravitaille correctement, il va pouvoir aller de plus en plus loin. C'est un peu comme le singe, l'expérience avec le petit singe de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'il allait faire un câlin à la maman fourrure, il sortait, il explorait son environnement et à chaque fois, il allait encore un peu plus loin. En fait, ça donne à l'enfant le courage d'aller explorer, de faire ses propres expériences.
parce qu'il sait que s'il a besoin, s'il tombe ou s'il est en détresse à un moment donné ou à un autre, il sait qu'il va pouvoir revenir chez sa figure d'attachement pour se sécuriser. Donc plus il est sécurisé et plus il va avoir de l'autonomie. C'est paradoxal, en fait, on pense que l'attachement, c'est le bébé qui colle la maman, en fait. Pas du tout. Un bébé, un enfant qui est sécurisé en termes d'attachement, évidemment, quand il est tout petit, il a besoin de coller, avoir besoin de coller, mais très vite, il va savoir se détacher pour expérimenter, pour être de plus en plus autonome et faire ses propres expériences. Donc, l'image du porte-avions, je la trouve vraiment super parlante, en fait. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Et je sais que tu avais partagé quelque chose, c'est aujourd'hui d'ailleurs, sur ça. Et c'est vrai que je trouve que ça résume assez bien, en fait, la théorie de l'attachement. Ouais. C'est parce que vous pensez, est-ce que ça vous plaît, l'image du porte-avions? Ah, il y a Laure qui dit merci pour cette belle réponse, Baya. Donc, merci à toi, Baya. De rien, de rien. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus du coup, par rapport au porte-avions, ça y est, j'ai perdu mon. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, alors effectivement, il y a tous les objets transitionnels comme le doudou, la tétine, etc., qui peuvent apporter la sécurité à l'enfant en cas d'insécurité. Et quand l'enfant s'accroche à son doudou, c'est qu'il a besoin d'être rassuré. Donc on peut lui donner effectivement, enfin voilà, c'est aussi un signe, c'est un objet transitionnel qui l'aide à faire la transition entre sa figure d'attachement et puis l'inconnu finalement. Et il y a des âges aussi où quand l'enfant a peur des autres, ça arrive entre 9 mois, alors 6, 9 mois, 12 mois, ça dépend des bébés. On voit qu'il a peur. Alors, il y a, à un moment donné, il fait plein de sourires à tout le monde et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Il pleure dès qu'il voit un inconnu. Il a besoin d'aller se cacher derrière sa maman ou dans les bras de sa maman parce que c'est un moment justement où il a vraiment besoin de sa figure d'attachement, de se sécuriser. Et voilà. Et oui, ce que je voulais dire aussi, voilà, ce que j'avais perdu tout à l'heure et ce qui rassure beaucoup, beaucoup les mamans aussi, c'est que quand votre enfant fait une crise vers 2-3 ans, hein, c'est l'âge des crises, des fameuses crises où il se roule par terre, etc. Parfois, vous allez le chercher à la crèche ou à la maternelle ou à l'école, il ne veut pas vous voir, ou alors il se roule par terre, ou parfois il est un peu râleur et puis quand il arrive à la maison, il se roule par terre, il fait une crise. Et ben, c'est tout simplement une décharge de stress et cette décharge de stress, il a besoin de la faire devant qui? Devant sa figure d'attachement. Voilà, c'est la personne en qui il a le plus confiance devant qui il peut se dire maman m'aime comme je suis, j'ai complètement confiance en elle, je peux lui montrer tout, même mon pire visage, et donc je vais pouvoir décharger mon stress devant elle. Et c'est pour ça que souvent les papas ou les mamies ou les disent ah mais je comprends pas, avec moi ça s'est super bien passé, et dès que tu arrives, c'est la crise. Donc ça c'est parce que l'enfant le fait vraiment devant sa figure d'attachement. Il a besoin de le faire devant quelqu'un en qui il a entièrement confiance. Donc, alors, on a des commentaires, Baya. Il y a Tonio qui nous dit qu'il adore l'image du porte-avions, du coup, je suppose. Et il y a Poupi qui a une question. Répondre systématiquement à chaque pleur ou petit râlement de bébé ne risque pas de créer de mauvaises habitudes ou de futurs caprices? alors, un bébé ne fait pas de caprice. Par définition, ne pas faire de caprice. Donc, quand un bébé pleure, c'est qu'il a un besoin. Voilà. Donc, et c'est toujours le problème de comprendre le besoin du bébé. Donc, ça, moi, on est vraiment catégorique là-dessus. Un bébé ne peut pas faire de caprice. C'est vraiment. À partir de quel âge un enfant peut faire des caprices? 6-7 ans. 6-7 ans. Donc, ouais, jusqu'à ce qu'il ait 6-7 ans, en fait, quand il pleure ou qu'il fait une crise, c'est parce qu'il a un besoin à nous communiquer et qu'il n'a pas peut-être forcément les moyens verbaux de le faire. En tout cas, pour les bébés. Ouais.
Ouais, ouais. Avant 6-7 ans, un enfant est tellement dans l'instant présent qu'il est incapable de calculer, de se dire si je râle pour faire venir maman, etc. Il est incapable d'anticiper une réaction et de calculer, de faire un calcul comme ça. Il n'a pas les capacités neuronales pour le faire, en fait. Donc, un bébé, même un enfant avant 6 ans, même 6-7 ans, hein, ça dépend toujours, hein, on essaie de pas trop généraliser parce que chaque enfant est différent, mais vraiment avant 6-7 ans, il n'est pas capable de faire un caprice. Donc, quand il râle, quand il pleure, c'est qu'il a un besoin. Donc, le tout est de savoir lequel. Donc, non, au contraire, on ne va pas l'habituer à avoir de mauvaises habitudes, on ne lui donne pas de mauvaises habitudes, bien au contraire, on le sécurise. Un bébé qui sait que sa figure d'attachement répond dès qu'il a un besoin, il est sécurisé. Hein, c'est vraiment l'idée de la réponse, ma figure d'attachement est disponible, donc je vais pouvoir, là c'est bon, elle va répondre à mon besoin. Et même si on se trompe, euh, bon, on peut recommencer, on peut réessayer un deuxième truc, mais même si on se trompe, l'idée c'est quand même d'être disponible et de lui montrer qu'on est là. Alors, il y a Poupée qui te remercie, Baya, pour ta réponse. De rien, de rien, de Alors, si rien. vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Baya, je ne sais pas si tu avais d'autres points que tu voulais nous transmettre ce soir. Non, mais je crois que je vous ai dit déjà pas mal de choses sur la théorie de l'attachement. Non, non, voilà, non, je pense que j'ai tout dit. J'ai dit beaucoup de choses. Oui, c'était très, très enrichissant, Baya, merci. Moi, j'ai une question à te poser, du coup. Ouais. Si ça ne te dérange pas, en fait, tu le sais, moi, je suis pour la communication avec les bébés avant qu'ils parlent, le langage des signes, utiliser les mains pour communiquer avec bébé. Ah, il y a une question qui arrive. Du coup, je me poserai la question après, Baya. C'est Tonio qui dit Okay. mon bébé passe la journée en dehors de la maison avec sa nounou. Si celle-ci le laisse pleurer. Eh ben, il faut lui expliquer la théorie de l'attachement. Oui, oui, bah oui, c'est vraiment un souci. Effectivement, le mode d'accueil des bébés, euh, ça peut vraiment représenter un problème si les personnes qui accueillent ne sont pas formées. Alors, si elle le laisse pleurer de temps en temps, que c'est voilà, c'est exceptionnel, ça ne va pas représenter de danger. Par contre, si c'est assez régulier, ça peut poser un souci effectivement en termes de confiance en lui pour plus tard, quoi. Alors voilà, c'est exactement ce que Tonio demandait. Est-ce que ça va ruiner l'attachement, le lien d'attachement, et va-t-il perdre confiance en lui? Alors, c'est le lien d'attachement qu'il a avec la nounou. Hein. C'est pas le même lien d'attachement qu'il a avec son papa et avec sa maman. Donc, si le papa et la maman ont un lien d'attachement qui est sécurisant avec l'enfant, ça peut vraiment contrebalancer ce qui se passe chez la nounou. Il n'empêche que un bébé qui appelle et qui n'obtient pas de réponse, il peut quand même se construire des croyances, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Hein, nous, de notre âge adulte, on a plein de croyances limitantes qui viennent de choses de stratégies qu'on a mises en place, de stratégies de protection qu'on a mises en place quand on était petit. Et donc, l'enfant va se mettre en place des stratégies de protection où on va peut-être se dire, je ne vaux pas le coup, je ne peux pas avoir confiance. Donc, ça peut entamer sa confiance en lui, même si effectivement, le fait que papa et maman ont un attachement sécure avec le bébé, ça permet de limiter la casse, on va dire, mais c'est important du coup d'en parler à la nounou. D'accord, merci Baya. Est-ce que ça répond à ta question, Tonio? Du coup, moi, je vais en profiter pour poser la mienne. Du coup, donc, je te disais que moi, c'est beaucoup la communication avec bébé avant qu'il parle pour justement pouvoir répondre à ses besoins. Et donc, je voulais te demander ce que toi, tu pensais du langage des signes avec bébé. Moi, je pense que tout ce qui peut permettre d'interpréter et de comprendre les besoins du bébé sont bonnes à prendre. Donc, toutes les techniques qui peuvent aider à comprendre les besoins des bébés sont bonnes à prendre.
je sais d'expérience, parce que je vois beaucoup de parents dans mon métier, que c'est compliqué pour eux souvent de comprendre pourquoi mon bébé pleure. Ah, j'ai hâte qu'il parle parce que là, je comprends vraiment pas ce qu'il a et tout ça. Et le fait qu'on développe le langage des signes avec eux, qu'ils puissent commencer à exprimer vraiment, à dire ce dont ils ont besoin dès 6 mois, c'est ça? C'est à partir de 6 mois le langage des signes, je crois. Alors, ça dépend des bébés, c'est comme partout. C'est vrai que les capacités motrices sont développées à partir de 6 mois, mais en général, les premiers signes arrivent un peu après. C'est ça. Mais ça permet quand même, parce que souvent le langage, voilà, ça met quand même, il faut attendre 1 an et demi, parfois 2 ans, avant que l'enfant commence vraiment à s'exprimer correctement. Et donc, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider, effectivement, d'apprendre au bébé ce langage des signes pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, ça permet à la fois déjà au bébé de ne pas pleurer inutilement et de ne pas se frustrer inutilement en se disant mon parent ne me comprend pas. Et ça permet aux parents de ne pas stresser parce que les cris et les pleurs des enfants, souvent, c'est très stressant pour un parent qui ne comprend pas ce que son enfant veut, quoi. Donc oui, oui, je trouve que c'est vraiment formidable. Génial, merci Baya. Bon, écoute, il y a Tonio qui dit merci beaucoup pour ta réponse. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je vois pas d'autres questions pour le moment, Baya. Si jamais je reçois après, écoute, je te les transférerai ou de toute manière, tu fais partie du groupe aussi, donc tu les verras peut-être. Merci beaucoup, Baya, d'être venu faire. Alors, il y a Tonio qui dit moi aussi, je trouve ça formidable. Alors, je ne sais pas si tu parles du live ou de Baya ou du langage des signes pour bébé, mais les deux sont formidables. Les deux sont formidables. Le langage des signes, je pense, ouais. Donc, si vous voulez dire merci à Baya, mettez-lui des petits cœurs sur le live pour lui dire merci. Voilà, des petits cœurs pour Baya. Et puis, écoutez, si vous nous regardez en replay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire aussi. Et puis, pareil, continuez à mettre des cœurs. Je lui dirai à Baya s'il y a des nouveaux cœurs qui arrivent sur la vidéo. Et puis, vous êtes tous formidables. Voilà, merci. Toi aussi, Tonio, toi aussi. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Baya. Et puis, si les gens veulent te retrouver, en fait, c'est sur ton site, hein, c'est ça? Oui, www.parents-apaisés au pluriel.com. Et donc, dans mon site, je vais proposer des choses à la fois pour les parents qui sont stressés et puis aussi des choses qui sont liées à l'éducation positive, un petit peu comme on a parlé ce soir, pour mieux comprendre son enfant, en fait. Et sinon, toi, tu es dans la région de Nantes et je sais que tu fais aussi des ateliers physiques. Donc, si vous êtes près de Nantes, vous pouvez aussi retrouver Baya en vrai, dans des ateliers que t'en fais assez régulièrement. Oui, il y a mon agenda sur le site. Donc, bientôt, fin novembre, je vais animer un atelier Filiosa, d'ailleurs, qui s'appelle Stop aux crises, où on va pouvoir expliquer pourquoi moi je crise, pourquoi l'enfant crise, comment décoder les comportements difficiles des enfants. Parce que ça rejoint la même chose, hein. C'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, hein. Que ça soit un pleur quand c'est un bébé ou un comportement difficile quand ils grandissent, il y a toujours un besoin dessous. Alors, comment décoder ce besoin, comment décoder ce comportement pour répondre aux besoins? Et quand on répond aux besoins, en général, le comportement difficile disparaît. Voilà, donc ça, c'est un atelier en 3 séances. Parfait. Merci beaucoup, Baya. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur Bébé Blabla ce soir. Et puis, je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci beaucoup d'être restés avec nous en live. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.